peut pas attendre. Moi, je lance direct et on va dire bonjour à Romain. Bonjour Romain. Bonjour Thomas, bonjour à tous. À noter que Thomas s'est déjà planté pour le premier lancement, la première présentation de Oui, la saison. On est je bien sais. parti, je crois. Ouais, En je fait, sais. on a mis Laurent Blanc à la tête de l'émission, donc ça vous Voilà. annonce une saison délicate. C'est moi qui a fait le recrutement des consultants et on va d'ailleurs tout de suite les présenter. C'est qui le Stambouli? Le Stambouli, c'est Benoît. Salut Benoît. Alors moi je suis très content d'avoir signé ici. Je m'attendais pas vu que j'étais sur le banc depuis un an en Angleterre et je suis très fier de retrouver la France. T'as pris le Voilà. numéro 13, bien sûr. J'ai pris le 13 et la place à gauche de Nicolas Douchèze sur le banc. Et donc celui qui va passer à la trappe, eh bien c'est Cédric. Salut Cédric. Quelle vanne de merde. Oui. Salut Thomas, salut à tous. Et donc, eh bien, vous aurez donc compris avec ce début d'émission complètement raté, complètement foireux, qu'on va parler du mercato. Et on va se concentrer sur la Ligue 1, comme d'habitude. Et on va parler du mercato de quelques clubs. Alors, on va commencer par le LOSC. Hein. Est-ce que leur mercato est bon? Est-ce qu'ils vont être bons dans cette Ligue 1? On va passer par Lyon, par Marseille, par Monaco et par le Paris Saint-Germain. Et on va se poser des petites questions. Déjà, je vais vous poser, vous, une première question. Est-ce que vous êtes satisfait dans l'ensemble de l'avancement de ce mercato en général en Ligue 1? Est-ce que ça vous plaît ou est-ce que vous êtes un peu déçu de ce qui se passe? Romain, Enfin, toi, ton avis général? on a perdu pas mal de joueurs. On a vu un 11 type qui a quitté la Ligue 1 cet été aujourd'hui. Une nouvelle fois, il y a eu l'exode de pas mal de joueurs. Beaucoup en Angleterre. Les droits télé ont fait leur effet. Et Et comme d'habitude, il n'y a pas Mandanda dans le 11. Et comme d'habitude, Mandanda est pas parti, c'est étonnant, hein, personne n'en veut. Bon, c'est le fameux marché des gardiens qui est compliqué, qui est différent. N'empêche, Mandanda a toujours pas bougé. Mais c'est autre chose. On en parlera peut-être tout à l'heure avec l'OM. Peut-être que Pelé va lui prendre sa place. Marseille qui a toujours rêvé de Maradona, ils ont fini par faire Pelé. Bon, c'est pas le bon, mais c'est déjà ça de prix. Pour en revenir au mercato général, beaucoup de départs, des arrivées. Peu d'arrivées, un peu de mouvement interne sur les arrivées. C'est surtout Monaco qui a été chercher des joueurs dans des championnats, on va dire assez exotiques pour la France. C'est pas un recrutement Avec la qu'on a Serie A, c'est l'habitude assez d'avoir. exotique comme champion. Mais on peut penser à Carrillo notamment. On peut penser à des joueurs qui viennent du Portugal. C'est des mouvements dont on a très peu l'habitude de voir en France et on les a vus cette année avec Monaco. Donc moi j'attends de voir certains clubs. J'ai surtout l'impression que beaucoup de clubs ont fait une vraie cure d'amaigrissement de leur effectif cet été. On va attendre jusqu'à la fin du mercato, fin août, pour savoir s'il y a encore pas mal d'entrées. Pour l'instant on va en parler tout de suite, mais l'un des seuls qui a beaucoup bougé en termes d'arrivées, c'est le LOSC. Sinon, pour les autres candidats à l'Europe, on peut citer Saint-Étienne, Bordeaux notamment. Après, bien entendu, les 5 et les 4 autres qu'on va parler durant l'émission, on a envie de dire que c'est la situation un petit peu en stand-by. On attend de vendre pour pouvoir recruter. On va dire que c'est désormais le marché classique en Ligue 1. Effectivement, effectivement. Benoît, toi, un avis rapide. Est-ce que tu es plutôt satisfait de ce mercato ou est-ce que tu penses comme Romain qu'il y a beaucoup de départs et pas énormément d'arrivées? Bah ouais, je pense à peu près comme Romain, il y a énormément de départs côté Ligue 1. On se fait dépouiller par la Première Ligue parce qu'ils ont plus d'argent. Romain l'a expliqué avec les droits télé. Quand on voit que certains clubs sont capables de mettre 10 millions d'euros sur le Mendy, le milieu de terrain Mendy de Nice, c'est vraiment qu'ils ont quelques soucis. Et du fait, il y a personne qui est vraiment arrivé en Ligue 1, à part peut-être El Shaarawy qui va apporter quelque chose à Monaco, qui est déjà reconnu internationalement. Sinon, on a vraiment beaucoup plus perdu que obtenu des grands talents, on va dire. Effectivement. Et Cédric, rapidement, toi aussi, ton avis général? Oui, les départs, mais le mercato de Ligue 1, moi je le trouve assez marrant. À un an de l'Euro en France, t'as un Gignac qui se casse au Mexique, tu as Payet qui part à West Ham, t'as le cadre Cabaye qui se casse à Crystal Palace. Donc non, moi je trouve ce mercato très très amusant. Surtout avec les clubs anglais, notamment à ma vie, Nice réclamait 4 millions d'euros. Le club anglais débarque avec 14, c'est normal. Salut les gars. Non, mais je trouve ce mercato complètement hallucinant. On a dit à cause des clubs anglais, mais même au niveau des choix des joueurs, parce que c'est pareil, on peut toujours parler du point de vue financier. Maintenant, il y a certains joueurs français qui auraient pu attendre un an, par exemple. Je pense notamment à Payet. Effectivement, effectivement. Alors, on va rentrer tout de suite dans le détail. Parce que là, on a fait un petit tour général et on va rentrer dans le détail. On va s'intéresser à un petit club
qui est tout en haut, qui est au nord, qui est un club qui a été champion il n'y a pas très longtemps de ça, et puis qui est devenu pourri avec un entraîneur en particulier dont je tairai le nom parce que c'est mon Girard de la semaine, c'est mon Girard de la saison, donc j'ai pas besoin de le dire. Mais en tout cas, voilà, on va parler de Lille, qui enregistre pas mal d'arrivées, entre autres le retour de Sivelli, l'arrivée de Botéac, et puis, à mon avis, le plus gros transfert du côté de Lille, c'est l'arrivée de l'entraîneur Hervé Renard. Et donc, Cédric, je voulais te poser la question. Ton avis, est-ce que pour toi, Hervé Renard est l'homme idoine pour le LOSC? Est-ce que, à ton avis, c'est l'homme qu'il faut pour que le LOSC retrouve le sommet de la Ligue 1 et, pourquoi pas, retrouve le plaisir de jouer au foot et donne le plaisir de regarder du foot aux gens? J'aurais du mal à avoir un avis sur Hervé Renard puisque finalement personne ne le connaît. La seule fois qu'on l'a vu, c'est 6 mois, même pas 6 mois à Sochaux. Pareil que tu connais sa fille. N'importe quoi. Non mais je sais même plus combien de temps il a fait à Sochaux parce que d'ailleurs je dis 6 mois mais il a fait un peu moins que 6 mois. C'est un peu moins. Bon, il y a la CAN, mais bon, personne n'avait regardé à l'époque avec la Zambie. Enfin, peu de monde avait vraiment suivi Hervé Renard. On l'a un peu plus suivi avec la Côte d'Ivoire, mais bon, ça reste du travail de sélectionneur. Est-ce que c'est l'homme qu'il faut à Lille? Je sais pas. Maintenant, c'est un pari. Est-ce que c'est plus ridicule que de remplacer Rudy Garcia par Paul Le Guen? Je sais pas. Maintenant, voilà, il tente quelque chose, ça met un petit peu plus de lumière sur le LOSC avec un entraîneur qui a apprécié des médias, ce qui n'était pas le cas de René Girard. On va voir ce que ça va donner. Peut-être aussi que le LOSC a pris Hervé Renard pour son réseau, notamment en Afrique. Mais est-ce que c'est un bâtisseur? Je ne sais pas. Parce que je pense qu'aujourd'hui, ce qu'il faut à Lille, c'est quelqu'un qui reconstruise pas le club, mais qui reconstruise un projet, qui mène un projet comme l'avait fait Claude Puel et ensuite Rudy Garcia qui avait bien pris la relève. Effectivement. Alors, correction rapide, René Girard. Et ben voilà. Hervé Renard à Sochaux, c'était bien 6-7 mois. C'était bien ça, c'était bien toute une moitié de saison. Benoît, je vais te poser une question sur les départs importants du côté de Lille, qui sont donc Gay, Traoré et Kier, avec Origi qu'on peut ajouter, même si ça fait à peu près un an qu'il est parti. Pour toi, est-ce que ça peut faire mal aux Dogs d'avoir des éléments importants de leur 11 qui s'en vont comme ça, ou tu te dis qu'ils vont être capables de les remplacer, par exemple Sivelli pour Kier, entre autres. Est-ce que d'après toi, est-ce que tu penses que le mercato va être capable, sachant qu'il est terminé, ils ont annoncé qu'ils l'avaient terminé, est-ce qu'ils vont être capables de se rattraper de ces départs-là? Bah, ça va être compliqué parce que déjà Gay était un joueur au milieu de terrain qui était vraiment impressionnant. C'est vraiment quelqu'un qui était capable de redynamiser un peu tout l'entrejeu. Ouais, un joueur qu'adorait Willy Sagnol. C'était vraiment un joueur physique qui était capable de redonner un peu de peps et de dynamisme à l'entrejeu lillois. Il se projetait bien vers l'avant. Origi, c'était déjà acté depuis un an, puis vu la saison qu'il a fait l'année dernière, je pense pas que ça sera un grand manque à Lille. Après, pour Simon Jair, ça va être un peu plus compliqué parce que Sivelli commence à avoir de l'âge. Il a certes de la bouteille en Ligue 1, il a souvent joué en Ligue 1 à Marseille ou à Nice, mais il commence à être vieux. Va falloir voir son entente avec Bacha. Et Bacha commence à être vieux et a souvent été blessé, donc moi ce qui me fait peur c'est vraiment cette défense lilloise avec si je dis pas de conneries, les trois qui vont être amenés à jouer très souvent, ça va être Sivelli, Bacha et Rosenal, et tout ça doit être assez vieux, je pense. Effectivement, ça doit être facilement dans les 33 de moyenne. Sivelli, c'est un homme à coronesse, comme on dit, c'est un leader, charismatique, tout ce qu'il faut. Romain, est-ce que tu penses que c'est une bonne idée, ou d'après toi, tu te dis que c'est plutôt une fausse bonne idée de recruter Sivelli au niveau de Lille? Fallait remplacer Simon Kier, qui au final est très jeune, il avait encore 25 ans. On s'était dit finalement Kier, certes, surtout beaucoup l'an dernier l'ont un peu critiqué. Mais bon, je veux pas être méchant, mais un défenseur comme Kier dans le championnat de France, il n'y en a pas des masses.
Et faut se rendre compte aujourd'hui que Lille a recruté ce qu'il a pu en prenant Sivelli, qui était un petit peu en perdition depuis son départ de Nice à la relance. Il avait une vraie volonté de revenir en France, en Ligue 1, son pays d'adoption. Donc après 2 ans à Bursaspor, où surtout les derniers mois ont été un petit peu compliqués, il a eu du temps de jeu, très bien, mais sportivement c'était un petit peu complexe sa fin de carrière du côté du championnat turc. Son retour en France, on va dire, laisse dubitatif très peu de monde parce que Renato Sivelli a apprécié des médias, il a plutôt une bonne cote auprès des supporters neutres, hein, si on enlève les supporters parisiens, bien entendu, puisque en tant qu'ancien Marseillais, on peut difficilement avoir une bonne appréciation de Renato Sivelli. Bon, si tu veux mon avis, pour la majorité, il est plus ancien de Niçois que Marseillais. Mais ça reste dans la veine des défenseurs lillois, c'est-à-dire costaud, mais assez lourd et lent. Donc j'attends de voir avec Hervé Renard, qui n'a pas l'habitude de jouer avec des défenses très hautes, bien au contraire. Donc ça peut, pourquoi pas, prendre, la mayonnaise peut prendre pour le duo Sivelli-Bassa. Après, moi, c'est plutôt l'ensemble de l'équipe. Le mercato me laisse un peu dubitatif. Il y a eu beaucoup de jeunes qui ont été recrutés. C'est un mercato qui est fait de paris pour moi, pour pas mal de joueurs. On parlera tout à l'heure peut-être des attaquants qui ont été pris, mais au niveau des attaquants, bon, Lille était déjà en difficulté dans le domaine. Il a perdu pas le meilleur, mais peut-être celui qui était le plus régulier, à savoir Nolan Roux, et il a recruté des joueurs de Ligue 2, en la personne de Guirassy et de Baptiste Guillaume, également Amadou en provenance de Nancy, qui est là logiquement pour dynamiser le milieu de terrain, pour remplacer dans le profil un certain Idrissa Gueye, et je pense le joueur qui peut être la bonne pioche pour le poste de numéro 9, c'est Talo qui est passé notamment par Ajaccio et par Bastia. S'il n'est pas blessé, c'est peut-être le joueur qui a le plus de qualité pour s'imposer à ce poste de numéro 9. Et il y a eu le bon coup pas trop cher de l'été, Boteac. Voilà, pour moi, il y a un mercato qui est un petit peu déséquilibré. Il y a un ou deux bons coups, à savoir Boteac et Obadi. Après, pour le reste, j'attends de voir. C'est des joueurs qui ont beaucoup à prouver, qui ont eu du mal à s'imposer dans leur précédent club, qui ont eu du mal à avoir une certaine continuité dans leur performance. Or, à Lille, il va le falloir si Lille veut réellement jouer la Coupe d'Europe la saison prochaine. Et c'est un mercato également axé autour de joueurs qui correspondent pleinement au profil d'Hervé Renard. Donc on peut dire qu'il a construit l'équipe qu'il voulait avec des moyens limités, mais il va falloir, en termes d'inspiration de jeu, réussir à remplacer Ronny Lopez, qui avait fait beaucoup de bien au LOSC l'an dernier. Et quid de Marvin Martin dans cette opération? Je ne sais pas ce que va donner l'ancien Sochalien, ce qui va renaître au contact d'Hervé Renard. Ce sera peut-être l'enjeu de la saison pour les Lillois. Le nouveau Kamel Merrier. Tu penses pas que, rapidement, avant de passer sur Lyon, dans les bonnes opérations, il n'y a pas aussi, d'après toi, les bons départs? C'est-à-dire les départs bien vendus, Gay, Traoré, entre autres? Tu as cité les bonnes arrivées, mais tu penses pas que ces départs-là, avec un beau chèque à la fin, ne font pas partie des bonnes opérations? Pour Gay, bon, vous savez ce que je pense de ce profil de joueur. Je suis pas fan, je suis pas emballé. Oui, mais ils en sortent pas quand même. Ils sortent un beau chèque de la vente. Oui. Donc voilà, c'est un beau chèque derrière. J'ai presque envie de dire que pas l'anomalie, mais la surprise dans l'affaire, c'est le prix récupéré pour Traoré, qui est parti à Monaco. Un joueur qu'on avait très peu vu avec Lille l'an dernier. Il avait fait des apparitions, mais c'était pas un joueur clé du dispositif lillois. Il a fait un bon mondial U20, c'est là où il s'est révélé avec sa sélection qui a terminé 3e, auteur de 2 buts lors du match pour la 3e place. Mais voilà, ça reste un joueur sur lequel on a encore beaucoup d'incertitudes, beaucoup de doutes, et surtout, c'était pas un joueur clé pour Lille. Donc en récupérer plus de 10 millions, Lille avait tout un intérêt à le laisser partir. Et voilà, si on leur avait dit avant le début du mercato qu'ils allaient récupérer pratiquement 30 millions sur le duo Gay et Traoré, je pense qu'ils auraient signé des deux mains dès la fin mai. Donc oui, c'est 2 belles opérations. Après, moi je te dis, la grosse perte, parce qu'Origi avait déjà été vendu, donc il a été prêté, la grosse perte, ça va être Ronny Lopez. Il va falloir réussir à le remplacer. C'est comme du côté de Nice qui a perdu Carlos Eduardo. Voilà, c'est des joueurs, on en parle très peu, mais ces 2 équipes-là, sans Carlos Eduardo qui a pourtant été régulier et sans Ronny Lopez qui était blessé, que ce soit Lille ou Nice, l'an dernier, c'était le néant offensivement. Donc il va falloir proposer autre chose sans ces joueurs-là. Effectivement. Alors Romain a souligné les bons points du recrutement lillois. Cédric, je voudrais que tu soulignes les mauvais points. Quels sont, selon toi, les mauvais points du recrutement lillois? Du recrutement ou du non-recrutement, hein. C'est-à-dire que les joueurs qui restent, etc. Peut-être Mavouba qui reste.
lui qui voulait partir, il me semble, en fin de saison dernière. Balmont qui est vraiment sur le déclin. Le manque encore d'attaquants, enfin Romain en parlait. Offensivement, Lille, c'est assez triste. Là, il n'y a pas non plus du grand finisseur qui a signé. Enfin, je veux dire, Boteac, ça reste un ailier. Bouffal qui va prendre plus d'ampleur, je pense, la saison prochaine, ne joue pas en pointe non plus. Talot joue en pointe, il me semble. Ouais, Talot peut jouer, c'est un 9. Donc on va voir ce que Talot va donner à Lille, mais après bon, c'est le problème, ça va être le manque de profondeur de banc. Mais ce qui m'inquiète le plus à Lille, c'est vraiment le milieu de terrain et l'attaque, notamment dans la rotation. Obadi, c'est une très bonne recrue, par exemple au milieu, si on retrouve le Obadi de Monaco. Par contre derrière, je m'en fais pas. Lille a une bonne défense, certes ils ont perdu un bon défenseur, mais Sivelli, ça reste une valeur sûre en Ligue 1, et le reste, ça reste de bonne facture. Donc, les interrogations côté lillois, c'est toujours au même endroit. Faudra voir au début de saison, peut-être aussi avec un jeu différent. Mais on peut pas s'attendre non plus à un recrutement stratosphérique du côté de Lille. D'accord. Et ben maintenant, on va passer à l'autre club qui commence par un L, qui s'appelle Lyon, l'Olympique Lyonnais. Qui a fait un club made in Ligue 1 à l'heure actuelle, puisque les grosses signatures principales, c'est Beauvu et Morel. Voilà, Beauvu de Guingamp et Morel de Marseille, et aussi le départ de Gourcuff. Alors finalement, est-ce que l'OL peut être encore un challenger pour la saison à venir, pour le titre ou pas c'est la question qu'il faut se poser. Et Cédric, je vais te poser la question, toi, par rapport au départ de Gourcuff. Parce qu'on est à peu près tous d'accord de dire que c'est une bonne nouvelle, d'abord Gourcuff qui soit parti de Lyon, enfin, en fin de contrat. Mais est-ce qu'il faut le remplacer? Alors quand je dis le remplacer, c'est pas dans l'infirmerie, hein, ne va pas dans la boutade, je te parle vraiment le remplacer techniquement, tactiquement. Tu sais, le départ de Gourcuff à Lyon, c'est aussi notable que Marvin Martin qui est toujours à Lille, parce qu'on était sur Lille juste avant, tout le monde a oublié Marvin Martin, parce qu'il y a beaucoup de blessures. Le départ de Gourcuff, je pense que c'est pas nécessaire de le remplacer. Le problème, c'est le physique de Grenier. Si t'as Grenier qui continue de se blesser, je crois qu'il s'est encore blessé, à moins que je me trompe. C'est le port de la cheville, mais il devrait être là pour le trophée des champions normalement. Mais en gros, l'interrogation, c'est la blessure la capacité pour Grenier d'enchaîner les matchs cette saison, parce que l'an dernier, Lyon a joué sans Grenier ni Gourcuff une bonne partie de la saison. C'est pas nécessaire forcément de recruter maintenant. T'as Malbranck qui est encore sur le banc, donc ça va être compliqué du côté de Lyon avec une compétition supplémentaire de. Il y a le Bremba aussi. Ah oui, c'est vrai qu'il est encore là. Non, mais il pourrait recruter. Le problème, c'est soit tu prends un second couteau entre guillemets, soit tu prends un joueur qui va prendre la place d'un de tes milieux de terrain formés au club, sachant que t'en fais des caisses depuis un an sur ces joueurs-là. Voilà, les seconds couteaux, on va dire que. Même, hein. Comment? Depuis un peu plus longtemps qu'un an quand même. Hein. Oui, non, mais c'est l'année dernière qu'on a surtout fait beaucoup d'éloges sur le milieu de terrain lyonnais. Mais là, ouais, il manquerait peut-être un joueur, surtout parce que Grenier, il y a quand même quelques doutes dessus, et parce que Malbranck, voilà, j'en pense pas énormément de bien sur son niveau actuel. Mais le problème, c'est de savoir comment Fournier mettre en place la rotation, et qui est sur le marché pour l'Olympique Lyonnais, puisqu'on voit que les clubs anglais peuvent concurrencer et payer des fortunes pour des joueurs entre guillemets moyens de Ligue 1. Je veux dire, par exemple, un Mendy 10 millions d'euros, ça complique les choses pour Lyon. Effectivement. Alors, tu nous as parlé donc du milieu, et moi je vais demander à Romain l'attaque. Puisque la triplette d'attaque, enfin, celle qui semble se dessiner, donc Beauvu, Lacazette, Fekir, s'il n'y a pas de départ de Lacazette ou de Fekir,
même si on part pas dans cette idée-là. Est-ce que, Romain, tu penses pas qu'elle est un peu juste pour l'Europe? Est-ce qu'il n'aurait pas fallu aller chercher, pas forcément un grand nom, mais un joueur un peu plus habitué aux compétitions européennes, parce que même si Beauvu a quand même fait une saison en Europa League, bah, il a fait une petite saison, quoi. Donc, est-ce qu'il n'aurait pas fallu aller chercher un mec habitué aux compétitions européennes? Tout dépend quel est l'objectif en Coupe d'Europe. Petit 1, est-ce que l'objectif est de passer les poules? Est-ce qu'il est d'être reversé en Europa League? Petit 2, tout dépend comment s'organise cette attaque lyonnaise. Est-ce qu'on va rester dans un losange en Ligue des Champions, sachant que là actuellement les 3 joueurs qui pourraient composer le losange, à savoir Fekir, Lacazette et Beauvu, peuvent facilement composer un 4-3-3 avec, on peut imaginer, Fekir à gauche, Beauvu à droite et Lacazette dans l'axe. Donc on pourrait revenir sur un 4-3-3 peut-être pas plus équilibré, mais qui, on va dire, cadre mieux la largeur du terrain en Ligue des Champions et peut-être un peu plus sécurisant pour Hubert Fournier. Donc on peut être avec ce trio-là. Faut pas non plus négliger Clément Grenier, même si Cédric en a parlé tout à l'heure. Il est actuellement blessé, il a des blessures à répétition. S'il revient, dans quel rôle il revient? Est-ce qu'il reviendrait dans un rôle de relayeur, comme on l'a vu l'an dernier lorsqu'il est revenu de blessure, où il avait pas mal joué numéro 8 et poussé notamment Jordan Ferry sur le banc? Est-ce qu'il peut être une nouvelle alternative? Il a bien joué aussi, numéro 8. Hein. Ouais, il est pas mal non plus. Beaucoup de monde pense que c'est avant tout un relayeur. C'est surtout physiquement, avec les blessures à répétition. Est-ce qu'il a la caisse et le coffre pour jouer là? C'est peut-être là que j'ai quelques doutes, mais sinon, oui, il peut jouer là assez facilement. On se rappelle quand Lyon gagne la Coupe de France contre Quevilly, je crois, il est titulaire numéro 8 avec Gourcuff en 10, donc il a déjà joué là à plusieurs reprises. Après, ça peut également être une alternative en numéro 10 avec le duo Fekir-Lacazette qui reste en place, et donc avec 2 cartouches sur le banc avec Beauvu et NG. C'est peut-être à la fois, comme tu dis, il manque peut-être un numéro 10 ou en tout cas un joueur offensif supplémentaire qui a de l'expérience pour la Coupe d'Europe. Après, on peut peut-être potentiellement miser sur une explosion complète de Nabil Fekir la saison prochaine. Et donc, si tu as un Lacazette à un bon niveau, un Fekir qui explose, est-ce que tu as besoin d'avoir un troisième homme, ou est-ce que ce troisième homme peut pas être une fois NGA, une fois Beauvu, une fois Grenier? Moi, c'est peut-être en nombre où ça me semble un petit peu short du côté lyonnais, s'il y a plusieurs compétitions à jouer, puisque Yatara est parti en Belgique, que Gourcuff a quitté le club en fin de contrat. Donc là, il manque peut-être un élément devant pour amener quantitativement à l'effectif lyonnais. Après, qualitativement, bien entendu que cet effectif peut être amélioré, surtout si l'objectif est de jouer un vrai rôle en phase de poule de Ligue des Champions. Si l'objectif est de terminer 3e, après tout dépendra également du groupe lyonnais, mais malheureusement c'est le groupe, hormis attendre fin août, on peut pas miser sur un groupe facile pour dire on recrute pas, ou inversement. Lyon a déjà la chance d'être qualifié pour la phase de groupe, ce qui n'est pas le cas de Monaco par exemple, qui a encore 2 tours de barrage à jouer, un tour préliminaire et le tour de barrage. Donc je pense que Lyon attend, Lyon n'est pas pressé, ils ont perdu personne pour le moment, hormis Gourcuff, parce que c'est vraiment perdre quelqu'un. Ils attendent des opportunités comme ils ont saisi avec Morel. C'est typiquement, je pense, l'état d'esprit du mercato lyonnais, saisir des opportunités. Après, au niveau de l'attaque lyonnaise, moi, ce qui m'inquiète, c'est plutôt au niveau du jeu lyonnais. C'est vrai qu'au niveau du banc, on a parlé milieu de terrain. Bon, si tu dois ressortir Malbranck du placard, ça va être inquiétant pour la Ligue des Champions. Derrière, on vient de parler du recrutement de Jérémy Morel qui permet de doubler 2 postes, même si en arrière gauche, il n'a pas été excellent ces derniers temps. Il manque peut-être un arrière droit remplaçant. Je ne sais plus qui joue derrière Jallet. C'est Tolisso ou Ferry? C'était Ferry. Tolisso était axe gauche entre guillemets. Donc voilà, le poste d'arrière droit est quand même doublé par un milieu de terrain. Donc avec le départ de Dabo, mais Dabo arrière droit, que ça soit arrière droit ou arrière gauche, c'était assez catastrophique. Bah il y a Mehdi Zéphane. Après Tolisso a été utilisé partout, donc il peut jouer latéral droit, mais je pense que c'est un peu juste. En fait, l'idéal pour Lyon, ce serait pratiquement de recruter un joueur qui peut jouer. Ouais, non, mais je pense qu'il leur faut un axial. L'idéal, ce serait presque de recruter un joueur qui peut jouer DC comme DD. Je pense que ce serait la bonne idée, mais il faut le trouver. Ouais, faire partir Koné. Sinon, tu fais des matchs latéral droit. Ça rappelle des bons souvenirs. Ouais. Grand coach.
Au milieu de terrain, non, mais voilà, au milieu de terrain, défense, bon, ok. Devant, moi, ce qui m'inquiète, c'est pas tant le manque de solutions sur le banc, c'est plutôt la complémentarité en fait entre les trois attaquants. T'as Fekir, tu disais que voilà, c'est peut-être la saison, il va exploser totalement. Le problème, c'est que t'as Lacazette à côté qui veut continuer de briller. Parce qu'il a refusé, enfin il a refusé. Je suis pas sûr que c'est celui qui a refusé de partir de Lyon cet été. Donc lui va vouloir continuer à enchaîner les buts. Fekir va vouloir avoir un peu plus de lumière. Et on sait que Beauvu à Guingamp, tout le monde jouait pour lui. Il était vraiment, voilà, c'était un peu en mode Gignac à Toulouse. Donc c'est un joueur qui a besoin aussi de beaucoup tenter pour marquer. J'ai peur qu'entre les trois, ça se marche dessus, parce que quand on parle dans d'autres clubs de Ibra, Cavani, on en fait des caisses pendant des semaines, des mois, et ça fait 2 saisons que ça dure. Là, pour le coup, le trio d'attaque sur le papier, voilà, est pas mal parce que c'est 3 bons joueurs de Ligue 1. Maintenant, ça me fait peur au niveau de la complémentarité. Effectivement. Alors rapidement, moi, avant de passer la parole à Benoît, moi, il y a un truc qui m'a fait rire, c'est que quand Beauvu est signé à Lyon, tout de suite, c'est devenu un jeune. Pour les supporters lyonnais, il faut quand même leur rappeler, il a 27 ans. Hein. Beauvu, c'est pas un jeune, c'est plus un jeune. Benoît, Cédric en a parlé, il a parlé de Morel, qui est arrivé de l'Olympique de Marseille. Donc je vais te poser la question, Benoît, toi qui le connais bien, qui connais bien Morel, puisque je crois que tu as souvent déjeuné avec lui. Pour toi, est-ce que c'était pas le chaînon manquant à l'OL pour pouvoir bien souder la défense et pour avoir une vraie belle équipe du côté de l'Olympique lyonnais? Ça va dépendre. Morel est plus un soldat, on va dire, qu'un vrai chef de guerre. Quand Nkoulou a été blessé la saison dernière à Marseille, il s'est retrouvé un peu à être celui qu'on mettait en avant dans la défense olympienne avec Romao et Fanny qui tournaient autour de lui. Et c'est là que ses prestations ont commencé un peu à descendre. C'était toujours beaucoup plus convenable que ce qu'il faisait lorsqu'il était arrière gauche les 2 saisons d'avant à Marseille. Mais voilà, il a commencé à être moins serein sur ses relances, à faire plus d'erreurs, à être moins présent physiquement. Et en fin de saison, quand Nkoulou est revenu, et même si Nkoulou n'était toujours pas à 100%, il a recommencé à être meilleur que les 3 mois sans Nkoulou. Donc faudra voir si son association avec sûrement Umtiti ou Bisevac euh, va réellement marcher et va lui permettre de travailler un peu plus dans l'ombre. Je crois qu'il préfère être dans l'ombre. Après, arrière gauche, il pourra toujours dépanner. Il a même dépanné Marseille cette année arrière gauche, mais c'est pour moi clairement pas son poste. Il nous a prouvé beaucoup plus de choses défenseur central, mais pour moi Morel est quelqu'un qui va apporter à l'Olympique Lyonnais, mais c'était comme l'a dit Romain et l'a aussi dit Cédric, il fallait plus quelqu'un comme Morel, capable de jouer dans l'axe et sur un côté, mais DC et DD, donc défenseur central et arrière droit, parce que Un là, Morel droitier, quoi. c'est ça que c'est, je sais plus qui c'est qui a fait la blague, C'est Cédric qui a Romain. parlé de Fanny. non mais c'est Romain qui a dû faire la blague déjà. C'est Mais Romain qui dit que choper un Morel droitier, ça aurait pu être cool pour Lyon, et c'est vrai. bah voilà, c'est ça, parce que déjà Umtiti pour moi peut jouer défenseur central ou arrière gauche. Enfin, il peut, après, bon, Mamadou Sakho aussi peut. Oui, non mais voilà, Mamadou Sakho, il peut jouer sur le banc. Très souvent d'ailleurs. Ça lui arrive assez pas mal de temps. Sur le banc ou dans l'infirmerie. C'est son poste En fait, préféré. il faudrait choper Serge Aurier. Alors là, bonne chance. Bonne Non, chance mais pour c'est aller un le profil chercher. comme ça. Hein. Ouais, bah non, mais c'est ça. Sinon, il y en a un qui est décédé qui va signer à Marseille dans quelques jours, c'est Il y en Roncaglia. a qui est décédé. Ouais, c'est vrai aussi, ouais, il est pas mal non plus. Donc, j'ai fait parler Benoît sur Morel, et c'est pas pour rien. Parce qu'à la fin du sujet de Lyon, on parle de Morel, et Morel il vient de quel club? Et il vient de Marseille. Et bon, c'est pas sans surprise, Benoît connaît assez bien l'Olympique de Marseille, et donc on va lui laisser tribune pour qu'il nous explique le mercato de l'OM, pour qu'il nous dise ce qu'il en pense. Bon courage.
Et effectivement, bon courage, parce qu'effectivement, la grande question, c'est est-ce qu'on peut vraiment dresser un bilan, entre guillemets, de ce mercato, parce que c'est très particulier. Je vais te poser je vais t'indiquer trois pistes de développement. Alors tu les fais pas, tu les fais dans l'ordre comme tu veux, je m'en fous. Mais la première, c'est selon toi, est-ce que le départ des cadres a été bien préparé du côté de l'Olympique de Marseille? Les cadres, c'est donc Gignac, Payet, on peut dire Imboula aussi, et Ayou. Est-ce que le recrutement Made in Ligue 1, parce que pour le coup, à part Rekik, d'officiel, je parle, d'à part Rekik, il n'y a que la Ligue 1, et le retour de Doria, mais bon, Doria compte pas trop. Et est-ce que Barada peut-il devenir le MVP, on va dire, de la saison marseillaise? Donc voilà, on va te laisser développer comme tu veux sur le mercato de Marseille. Et si tu arrives à nous dresser un bilan logique et bien construit, alors là, félicitations. Parce que franchement, faire ça avec l'OM maintenant, là, c'est tendu. Bah, je vais dresser le bilan qui est peut-être pas le vrai, qui est plus celui qu'on a ressenti. Alors du coup, les cadres sont partis, on t'en a parlé. Il y a Morel qui est parti à Lyon, Gignac qui allait découvrir ce que c'était le Mexique, André Ayou qui s'est dit pourquoi pas le ventre mou de la première ligue avec Swansea, c'est pas mal. En plus, je voulais aller en Angleterre, je tombe au Pays de Galles, c'est pas trop loin, je devrais apprécier. Euh, Si on en suit après les départs, Imbula était un départ acté depuis très longtemps. Parce que selon les dires qu'on a eu Et je vais le regretter. des personnes proches du club, mais il restera Benjamin Mendy, Romain, t'inquiète pas. Ouais, mais il va aller sur le banc. Oui, bon, c'est bon. On trouvera une solution pour la Coupe de France ou quoi. Donc selon les dires qu'on a eu proche du club, c'est que Bielsa qui était resté pour regarder le tournoi de Toulon et préparer un peu le mercato avec Vincent Labrune courant juin, savait en partant en Argentine que Imbula devait partir et que Payet risquait de partir si son contrat avec Payet était en revalorisation salariale parce que dans son contrat avant, il perdait 100 000 euros par mois en cas de non-qualification en Ligue des Champions. Marseille savait que ça allait pas passer pour un joueur de son talent. Ils avaient un problème, ils devaient passer devant la DNCG et ils devaient vendre pour 15 millions d'euros pour passer devant la DNCG et être tranquille au niveau des comptes. La personne qui devait être vendue était Gianelli Mbula. Valence était l'acquéreur potentiel qui avait tout de l'acquéreur parfait. Malheureusement, il y a eu des soucis vu qu'ils ont préféré, à cause d'un agent bien sympathique, ils ont voulu préférer le milieu de terrain brésilien dont j'ai oublié son nom qui venait de Santos ou de Sao Paulo. Malheureusement, le club tché a donc décidé de passer sur le brésilien. Le brésilien n'a pas satisfait la visite médicale, mais ça c'est une autre histoire. Du coup, Imbula s'est tombé à l'eau. Du coup, la Brune, je pense qu'il a vraiment flippé. Il est parti un peu n'importe comment. Payet en avait marre d'attendre et en plus, l'Angleterre lui a fait les beaux yeux avec West Ham et son pont en or. Il s'est vite mis d'accord avec West Ham et Marseille avait pas d'autre raison sauf d'essayer de faire passer Payet pour un con en disant que c'était sa faute euh, de le vendre à West Ham. On s'est retrouvé avec Payet en moins, Imbula qui était déjà acté est parti aussi pour Porto pour 20 ou 25 millions d'euros. Donc au final Imbula on s'en tire bien. Payet, la Brune a très très mal négocié, ou enfin tout le dispositif s'est très mal passé, parce que quand on voit que West Ham achète 15 millions Payet, mais que certains clubs mettent 10 millions d'euros sur N'Golo Kanté, Nampalys Mendy, ou j'en passe d'autres, voire même Cabaye, j'ai rien à voir contre Cabaye, mais Cabaye il est vendu presque 18 millions d'euros. Quand on regarde les deux saisons comparées de Payet et Cabaye, on peut se poser des questions quand même, parce qu'ils ont le même âge et Payet fait quand même une Bon, saison. il a été acheté 25 millions aussi, Cabaye. Ah oui, mais Je vais mettre ça dans la balance. Hein. ouais, mais quand tu regardes la saison, bon bref. Il y a eu quelques soucis au niveau des cadres. Euh, Après, je pense qu'il y en avait beaucoup qui étaient prévus. Après, on sait qu'on n'avait pas d'argent. Du coup, Bielsa a fait du Bielsa, écoutez. Hein. Il a, hum, il a décidé assez rapidement de prendre Nkoudou. Nkoudou est arrivé sans savoir que Bielsa, soi-disant, allait rester. On a pris Johan Pelé, ça par contre, c'est une très bonne nouvelle.
parce que les pauvres performances de Brice Samba l'année dernière n'ont pas convaincu beaucoup de monde. Et sur le banc, un autre gardien qui arrive, c'est Florian Escalès, qui risque d'être très très bon dans les prochaines années si on lui laisse sa chance. Du coup, on a pris Pelé en réserve parce qu'on sait que Mandanda a des envies d'ailleurs depuis 3-4 saisons maintenant et qu'il attend juste l'offre pour qu'il signe et qu'il se casse. Du coup, il nous fallait un gardien, on va dire assez expérimenté, parce qu'il faut pas oublier que avant sa malheureuse blessure, enfin sa malheureuse maladie, Johan Pelé avec sa pneumonie était considéré comme l'un des meilleurs gardiens de Ligue 1. Et à juste titre, parce qu'avec Le Mans, il avait sorti quand même des très très grosses saisons. À voir là ce que ça va donner, parce que ces dernières sorties avec Sochaux n'ont pas toujours été du même acabit. Et après, va falloir se poser des questions. On a réussi à faire revenir Ocampos. C'est une bonne nouvelle. Quelqu'un qui a voulu revenir au club alors qu'il avait d'autres offres qui pour moi étaient plus intéressantes que le projet marseillais. C'est beau. Après, Rekic arrive avec la casquette de champion des Pays-Bas. Il a fait une très très grosse saison en plus avec le PSV Eindhoven, donc ça c'est une bonne recrue. Gaucher, comme on avait besoin de Bielsa, vu que il souhaite au maximum, lorsqu'il joue une défense à 4, associer un droitier et un gaucher. C'est d'ailleurs pour ça que l'année dernière, il avait fait passer Morel en début de saison dans l'axe et qu'il avait associé à Nkoulou pour avoir un droitier à gaucher. Maintenant, va falloir voir les surprises que peuvent apporter Marseille, parce que va sûrement y avoir plus de temps de jeu côté Romain Alessandrini, qui avait été souvent blessé l'année dernière, voir ce qu'il peut nous apporter réellement, parce que s'il nous apporte ce qu'il a fait au Stade Rennais, ça peut commencer à être intéressant avec sa percussion, ses dribbles, et sa qualité de centre et sur coup de pied arrêté. Ça frappe aussi. Ses frappes quand elles sont cadrées. Ses frappes Bah, avec faut pas s'abonner en virage, quoi, mais. C'est ça. Ses frappes pied gauche qui partent en poteau rentrant contre Sirigu avec Rennes, on sait toujours pas comment il frappe. Va y avoir Thauvin. Thauvin, il s'est acquis tout double. À noter que Thauvin a pris le numéro 10, hein. Ça y est, c'est le boss. Ouais, Thauvin a pris le numéro 10, c'est le boss. Marseille a refusé des offres soi-disant, on parle toujours en soi-disant parce qu'on est en rumeur, on n'est jamais sûr réellement de ce qui se passe. De 20 millions d'euros de Newcastle. Après, si Thauvin partait à Newcastle, on aurait pu se poser des questions. C'était 20 millions d'euros plus un prêt de Cabella pour un an. Du coup, ça sentait quand même l'idée de merde, hein. On va pas se le cacher. Puis après, il va y avoir pour moi, l'apport de Michy Batshuayi qui va devoir prendre la place de numéro 1. L'année dernière, il avait goûté à des titularisations par moment, mais très faible vu que Gignac était sur une autre planète qui l'a envoyé au Mexique, donc pour dire comment il était fort l'année dernière. Va falloir que Michi montre que même à 21 ans, il a les épaules pour porter l'attaque marseillaise, mais on va avoir de gros soucis, comme vous l'avez pointé avec Lyon, en disant qu'il n'y avait pas assez de personnes pour espérer jouer le championnat et la Ligue Europa et les coupes. Faut savoir que l'année dernière, Marseille a fait 4 premiers mois assez bons, très bons. Ils ont été champions d'automne. Après ça, ils se sont écroulés pendant janvier, février, mars, pour revenir en avril. Et là, par contre, voilà quoi, on n'aura plus que le championnat parce qu'on a été éliminé assez rapidement des coupes. On pourra même dire qu'on a l'impression on a fait exprès de se faire éliminer parce que vu le match qu'on produit contre Grenoble, même si c'est un champ de patates, c'est quand même honteux. Après, la joie de la Coupe de France fait que le petit gagne contre le gros et c'est magnifique. Mais voilà, l'année dernière, on a avec la Ligue 1 joué, on n'a pas été foutu, on va dire, de garder un rythme pour espérer accrocher la Ligue des Champions. Alors là, va falloir qu'on aille se taper des matchs en décembre dans des clubs russes, moldaves, ukrainiens, n'importe quoi. Revenir jouer en Ligue 1 contre des clubs
aussi chiant que Nice, que Lille, que n'importe qui. Voilà, je sais pas si on aura le banc pour ça, mais on a quelques jeunes qui, s'ils y arrivent, comme Lemina, s'il explose, comme Tovin, c'est comme beaucoup, ça va être des si, Sinon, on est passé sur OMcast ou même pas. non? Rapidement, donc, ouais, bon, bah, Romain en a marre, donc on va. Non, c'est pas que j'en ai marre, c'est que c'était marrant, c'est qu'au début, on était sur Marseille et à la fin, on était sur on. Donc, Ah, Ouais, non mais c'est ça. c'est typique, hein, on est tous piégés par ce truc. bah, on va Autant voir pour si toi moi. tu le feras. Rapidement, Bah, Benoît, ça va, parce moi, que mon club, il est plus en Ligue 1. t'as parlé des jeunes, tu penses pas que Andonian et Sparagna peuvent avoir un coup à jouer cette saison? Un vrai coup à jouer? Rien que les noms des mecs, c'est des trolls, quoi. On rappelle qu'ils ont signé pro cet après-midi. Avec Bill Tuloma, ouais. Le seul problème, c'est qu'on signe Bill, le premier. Gaël. Attends, Gaël Andonian, Stéphane Sparagna et Bill Tuiloma, qui est néo-zélandais. c'est ça, le premier néo-zélandais à signer à Marseille. Jamais les premiers, du néo-zélandais coup en Ligue 1. C'est ça? À- À jamais à les jamais. premiers. À jamais les premiers, c'est ça. C'est comme Andonian qui était même pas pro à Marseille, mais sélectionné pour l'Arménie. Bon, après c'est l'Arménie. Hein. Bref, il est même rentré en jeu contre le Portugal. Donc le pauvre, il avait pas encore joué à Marseille, qu'il avait déjà joué contre Ronaldo. C'était pas mal. De toute façon, même en étant pro à Marseille, je ne jouerai pas contre Ronaldo, donc ça change pas. Hein. Ah non, 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 strictement. Mais du coup, le seul, En parlant de pro. il est très bien en CFA2, en CFA maintenant. Marseille est monté. En fait, le seul problème, c'est ils sont tous défenseurs centrales. Ils sont défenseurs centraux. Ce sont des défenseurs centraux. Ah, je savais pas pour Tuiloma. Je savais pour Sparagna et Andonian, mais pour Tuiloma, je savais pas. J'ai pas vérifié. Tuloma, c'est un défenseur central capable de jouer aussi milieu défensif. Bref, c'est pareil. On rajoute à ça Baptiste Aloé, qui a signé l'année dernière et qui est défenseur central. Tu rajoutes que t'as Rekic qui a 21 ans ou 20 ans. Ça commence à faire beaucoup de jeunes au même niveau, dans le même secteur. Et c'est très intéressant d'avoir des jeunes du centre de formation, mais voilà, faudrait un peu diversifier. Mais après, Aloé est capable de jouer arrière droit, donc si Lyon veut un défenseur central capable de jouer arrière droit aussi, et qui veulent le piquer à Marseille comme ils aiment bien faire depuis le début du mercato, bah il y a Aloé. Mais je pense que beaucoup vont partir en prêt. Après, c'est peut-être, je dis peut-être n'importe quoi pour ça, mais je pense qu'il y en a 2 ou 3 qui vont partir en prêt parce que sinon ils vont gueuler parce qu'ils ont signé pro et qu'ils veulent avoir du temps de jeu et que Marseille peut pas leur filer. Sinon, t'as Sinon, regardé la embouteillage. Marseillaise à pétanque au début du mois ou? Il y avait Gignac qui jouait. Sinon, tu mets quoi en eau dans ton pastis? C'est quoi ta dose d'eau? Non, je sais pas, qu'on aille au bout du délire marseillais. Hein. Pourquoi pas? Ting Kong. Sinon, il y a un auditeur qui me demande est-ce que c'est Gignac qui faisait le cochonnet lors de la Marseillaise? C'est pas gentil. C'est très drôle, mais c'est pas gentil. Donc, eh ben, Benoît a été piégé par le 11 de l'Olympique de Marseille et il nous a aussi dit un truc qui est très intéressant, c'est que la saison dernière, ils n'ont pas été capables, selon ses propres termes, hein, je cite ce qu'a dit Benoît, de maintenir le rythme pour choper une place en Ligue des Champions. Cette place qui est revenue, alors, qui est indirecte, à l'AS Monaco. Et l'AS Monaco, eh ben, je vais donner le bébé à Romain, qui va se débrouiller pour me dire. Alors, l'AS Monaco, ils font dans les grandes manœuvres. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de transferts chez eux. Donc, je vais te demander, Romain, est-ce que pour toi, c'est plus pour l'Europe? Donc, voilà, est-ce qu'ils visent la Ligue des Champions? Ou est-ce qu'ils visent la Ligue 1? Les compétitions franco-françaises, et je vais te donner, comme à Benoît, 3 pistes de développement que tu feras dans le sens que tu veux, que tu feras ou que tu feras pas, comme tu veux. La première, c'est pour le grand nom, entre guillemets, du recrutement monégasque, c'est El Shaarawy. Est-ce que c'est un possible nouveau Falcao? Dans le sens, on arrive avec un grand nom, avec les grands chevaux, et puis ça se foire la gueule. B, deuxième proposition, Carrillo. Le petit Carrillo qui vient directement des Estudiantes de La Plata, donc d'Argentine. Est-ce qu'il va réussir à s'adapter à l'Europe? Parce qu'on sait que les footballeurs qui viennent d'Amérique du Sud ont du mal, très souvent. Et la troisième possibilité pour toi, c'est est-ce que la flopée de départ du côté de Monaco est bien gérée, sachant qu'il y en aura encore à venir, puisque il y a beaucoup de joueurs qui étaient revenus de prêt, qui vont sûrement repartir, et d'autres ventes à venir. Donc voilà, je te laisse le bébé, fais-toi plaisir avec Monaco.
Juste avant ça, je voulais souligner qu'on a parlé de l'OM pendant 10 bonnes minutes et on n'a pratiquement pas parlé de Marcelo Bielsa. Chose assez rare vu qu'on a bouffé du Bielsa dans les médias pendant tout le mois de juin. Sinon, Bielsa est toujours là, Bielsa va faire la saison. Et pour donner juste un petit mot par rapport à ce qu'a dit Benoît, à Marseille, la mayonnaise va prendre uniquement si Bielsa arrive à en faire quelque chose parce que le groupe s'est très affaibli et ça va être très compliqué d'en tirer quelque chose, surtout que l'OM aura une compétition européenne cette année. Pourquoi pas un OM qui termine 9 et 10e et qui fait un quart de finale d'Europa League, un petit peu à l'image de ce qu'avait fait Bielsa avec Bilbao. Pour revenir sur Monaco, alors tu dis Monaco c'était on va dire les soldes de cet été, en tout cas ils ont laissé partir pas mal de monde, c'était la braderie de Monaco. Faut pas oublier non plus que Monaco avait énormément de joueurs sous contrat. Ça a failli devenir un petit peu le Manchester City français, Monaco, quand ils ont commencé à investir à l'été 2013. Ça passe tellement vite, je crois que c'est ça, avec les arrivées ou 2012, avec les arrivées de Falcao, de Moutinho, de Rames. On s'était dit voilà, ils vont faire couler le robinet, ils vont prendre un petit peu tout le monde. Certains avaient même dit à l'époque que Rames était cher, parce que je crois que le duo Rames-Moutinho est arrivé pour un peu plus de 60 millions d'euros, sachant que Rames est estimé aux alentours de 45 dans le package et Moutinho aux alentours de 15-20. Finalement, ils avaient revendu Rames pour le double l'été suivant, donc ils s'en étaient pas si mal sortis que ça. Mais désormais, Monaco a complètement redimensionné son projet. On l'avait vu l'été dernier. Ça s'était fait à base de départ, surtout, avec le prêt à la fin de l'été de Falcao, qui avait mis un petit coup, complété par le départ très tôt dans l'été de Rames Rodriguez. Et Monaco qui n'avait pas réinvesti derrière. Cet été, j'ai envie de dire que Monaco s'en sort pas si mal que ça. S'en sort même presque bien. Puisque perdre Ferreira Carrasco, moi j'ai jamais été fan du joueur. Pour simple, je l'ai toujours appelé le Jeremy Menez du pauvre. Donc à partir de là, ça prouve un petit peu l'avis que j'ai sur le bonhomme. Je suis surpris que l'Atlético Madrid mette 20 millions sur le bonhomme. Peut-être qu'au contact de Diego Simeone, il va apprendre à défendre. Peut-être qu'au contact de Diego Simeone, il va apprendre à faire des passes aux partenaires. Puisque cette année en Ligue des Champions, à chaque fois qu'il y avait un grand match, Ferran Carrasco faisait les mauvais choix. Il était jamais bon. Voilà, j'en étais même arrivé à préférer que Nabil Diarra soit titulaire plutôt que Ferran Carrasco. Ça prouve beaucoup de choses. Après, Kondogbia, 40 millions d'euros, c'est jackpot. Hein. Là, c'est presque un miracle. Virer Ocampos, qui avait pu sa place dans l'effectif et en récupérer 5-6 millions, c'est pareil, c'est une bonne nouvelle. Après ça, c'était des joueurs qui avaient des rôles assez mineurs dans l'effectif, hormis Berbatov, où on décide de faire confiance à Martial et à rapporter, on va dire, un concurrent direct avec le même profil en la personne de Carrillo. Peut-être que l'expérience de Berbatov va faire défaut, mais on l'a vu en deuxième partie de saison, il avait un petit peu plus de difficultés, même si Berbatov a beaucoup apporté l'an dernier. Après, pour le reste, Falcao qui est reprêté à nouveau, bon bah voilà, c'est désormais un joueur qui est prêté chaque saison et qui ne jouera plus à Monaco jusqu'à la fin de son contrat, en espérant une bonne saison en prêt pour le vendre et perdre le moins d'argent possible. Après voilà, c'est des joueurs qui partent, qui avaient des rôles mineurs, Germain, Obadi, Traoré qui repart en prêt du côté de Lorient, ici Matt Mirin qui est confirmé au PSV après un prêt, et après Monaco a investi sur des jeunes joueurs qu'on connaît peu pour certains. On disait tout à l'heure Cavallero, Carrillo, ils se sont fait prêter une deuxième année supplémentaire Wallace, qui va peut-être être titulaire cette saison, avec Ricardo Carvalho qui a prolongé, mais qui devrait voir son rôle un petit peu décroître, surtout avec plusieurs compétitions à jouer une nouvelle fois pour Monaco cette année. Le retour de prêt de Paul Nardi qui prend la place dans l'effectif de Martin Stekelenburg qui retourne à Fulham. Qui est prêté, je crois, à Southampton dans la suite, dans la foulée. Mais après, les joueurs qui arrivent, c'est pour la plupart des jeunes joueurs. Pasalic, que j'ai vu en match amical, qui vient de Chelsea, qui pour moi est un très bon joueur. S'ils arrivent à mettre en place un duo Pasalic qui conserve Moutinho avec Bernardo Silva, là, on peut avoir trois joueurs qui peuvent apparaître au départ un petit peu similaires, mais qui ont des profils très complémentaires. Au final, Pasalic est plus un vrai 8 qui aime bien jouer un petit peu plus reculé. Moutinho risque de rester dans son rôle de numéro 10, à venir apporter toute sa science du jeu très haut et sa capacité à faire le pressing également très haut. Monaco a été très bon sur son match, je crois que c'était contre le PSV, en termes de pressing et en termes de jeu d'équipe, très intéressant. Et bien entendu Bernardo Silva, qui est le troisième, qui devrait jouer une nouvelle fois sur un côté cette année, tout en rentrant dans l'axe et en profitant d'un Moutinho qui décroche. Donc voilà, à partir de ce trio-là, il y a moyen vraiment de faire le jeu, de proposer de belles choses. Tu parlais d'El Shaarawy tout à l'heure. Monaco prend peu de risques.
il se relance, il est prêté. Je crois qu'il doit jouer 15 matchs titulaires en championnat pour que l'option d'achat soit obligatoirement levée. Donc au cas où d'une blessure ou de contre-performance, Monaco se couvre. C'est un pari qui est intéressant, surtout pour aller jouer côté gauche, succéder à Ferrara Carrasco. Après, le reste, c'est des jeunes, Thomas Lemar, Balouli, et donc Traoré, on en parlait tout à l'heure, qui vont venir compléter l'effectif, amener un petit peu de profondeur à l'effectif monégasque. Moi, j'attends de voir, mais pour l'instant, au moins, il se passe quelque chose. On est en attente. Jardim a prouvé de belles choses l'an dernier. Ça va être la saison de la confirmation avec un effectif jeune. Jardim était réputé pour être un entraîneur qui sait faire jouer les jeunes. On l'avait vu au Portugal, qui a fait progresser l'an dernier pas mal de jeunes du groupe. On peut citer Martial, on peut citer Wallace également. On peut citer Fabinho, qui a été officiellement acheté et qui est conservé pour l'instant, qui n'est pas vendu. On va attendre la fin du mercato monégasque. On pourrait peut-être avoir encore quelques surprises. Pour l'instant, ce qu'a fait Monaco est intéressant, ça m'attire. Je suis impatient que la saison débute, voir si Jardim va réussir à conserver cet équilibre défensif, sachant que sa défense a pratiquement pas bougé. Subasic est toujours là. Abdeno est toujours là. Fabinho, Kurzawa sont toujours là sur les côtés. Kurzawa qui va essayer de faire une saison sans blessure et de prouver qui peut être aussi bon qu'en 2013-2014, avec à côté de ça, voilà, un deuxième homme en charnière qui sera soit Wallace, soit Carvalho. C'est peut-être là que Monaco pourrait peut-être aller chercher un homme supplémentaire. Après, le reste de l'équipe, Toulalon qui va rester en vigie en numéro 6 devant la défense. Cette équipe me semble très équilibrée. Je pense même que Monaco a potentiellement rattrapé son retard sur Lyon s'il y avait réellement un retard, parce que Monaco avait du mal à embrayer en début de saison l'an dernier avec un projet redimensionné et des joueurs qui avaient dû prendre en compte cet état de fait, qui avaient eu du mal à redémarrer avec un Jardim qui en plus était en apprentissage de la Ligue 1. Pour moi, Monaco a finalement pas perdu tant de cadre que ça, et sur la dynamique de la saison passée, et je serais pas étonné que Monaco démarre plus fort cette année, avec des bases déjà posées, solides, et que Monaco titille un peu le PSG, en tout cas que Monaco se réaffirme comme la deuxième force de la Ligue 1. Effectivement, Monaco est intéressant. Alors, je connais pas du tout les détails du contrat d'El Shaarawy pour l'achat obligatoire, pour l'option obligatoire. J'aime ce nouveau concept. C'était la même chose avec Falcao du côté du United. Non, mais j'adore ce concept. Franchement, option obligatoire, c'est génial. Mais l'avantage, c'est que tu l'as pas que dans le foot. Hein. Tu l'as à peu près n'importe où maintenant. Tu n'as jamais joué à FM, toi? Si, mais c'est très drôle. J'aime beaucoup le principe d'option obligatoire. C'est tout. C'est pas une option. C'est ce genre de contrat qu'avait signé à l'époque, je crois que c'est Freddy Adu, et c'est pour ça que Monaco l'avait laissé pourrir sur le banc le reste de la saison, parce qu'il s'était rendu compte que c'était, enfin même pas sur le banc, en tribune, il s'était rendu compte que c'était un tocard. Il me semble qu'il y avait une histoire de nombre de matchs joués. Ouais, c'est à peu près la même chose. Et t'avais pas une histoire aussi de Daniel Cousin à Portsmouth? Oh, t'as dû sûrement. Non, mais de toute façon, c'est un truc qui est hyper répandu. Où Martel avait dit, parce que le club était un peu dans la merde, il avait dit bon bah oubliez l'option d'achat obligatoire, faites-le jouer parce que là il est en train de moisir pour le mercato prochain. C'est vrai. Il me semble que c'est Cousin. Ça doit être un truc comme ça. Donc alors Romain nous a parlé de Monaco, il a fini, alors magnifique, c'est là qu'on voit quand même la fibre journalistique chez lui, puisqu'il a fini par faire une ouverture. Non, vous n'avez pas de réaction sur Monaco, vous êtes d'accord avec moi parce que moi je suis tout à fait d'accord, moi. De toute façon, moi je suis que animateur, j'ai pas de réaction. Moi, sinon je crois que c'était Dindan, Cédric a raison, je crois. C'est plutôt Dinan que de Cousin, mais bon. Sachant que Lens avait jamais vu l'argent, enfin la couleur de l'argent, c'était du classique. Au final, Portsmouth avait rien versé. À l'époque aussi, il y avait une erreur Liban, putain, la vache, pas de pont chez Lens, par exemple. Après, globalement, on s'en fout, mais c'est juste parce que c'est juste pour dire que c'est pas une pratique récente. Non, mais c'est pas ce que je disais. C'est le nom option obligatoire qui me fait rire. C'est quelque chose de très courant également dans, on va dire, dans Giron, Campos, Mendes. Hein. C'est des pratiques qu'on voit régulièrement. Le pire, c'est plutôt Aurier où, bon, officiellement, c'était pas obligatoire, mais qui joue un match ou 30, de toute façon, PSG, il y avait de grandes chances qu'ils avaient prévu d'acheter. Voilà. C'est parce qu'ils ne pouvaient pas le faire l'été dernier. Voilà, c'est aussi bête que ça. Voilà, c'est tout. Et donc, on a parlé du PSG. Rapidement, on va en parler. Et Cédric, c'est toi qui va développer sur le Paris Saint-Germain, ce club que tu ne peux pas saquer, hein, ce club de toute façon que tu ne fais que vomir tous les matins. Donc le Paris Saint-Germain qui est calme. Et ouais, ils sont très très calmes. Hein. Il y a plus le FPF et pourtant, enfin il y a plus les sanctions du FPF. Attention, le fair play financier est toujours là. C'est juste qu'il y a plus les sanctions pour le PSG, donc ils sont très calmes. Est-ce que
il faut se méfier de l'eau qui dort, comme on dit chez moi. Et donc je vais te faire pareil qu'à Romain et à Benoît, je vais te faire 3 axes. La première, c'est Kevin Trapp va-t-il passer et faire passer au Paris Saint-Germain un palier, enfin? Est-ce que le Paris Saint-Germain va s'améliorer avec Kevin Trapp? Est-ce que Kevin Trapp, lui, de son côté, va s'améliorer avec le PSG? Voilà. Bon, je vais bien avoir du mal à y répondre à celle-là. La deuxième, c'est le status quo en termes de mercato du PSG. Est-ce qu'il faut s'y inquiéter? Parce que c'est vrai qu'il n'y a pas de signature, à part Trapp. C'est-à-dire que même Stambouli, qu'on n'arrête pas d'annoncer, il n'est pas encore là, hein, il n'est pas encore officiel. Donc, est-ce qu'il faut s'inquiéter de ce status quo? Et d'après toi, est-ce que le PSG, donc là justement, c'est la réponse tout de suite avec la deuxième question, vu qu'il n'y a plus les sanctions du FPF, est-ce qu'il va casser sa tirelire? Est-ce qu'il va partir dans le schnaps et est-ce qu'il va faire n'importe quoi? 85 millions sur Agüero, 112 sur... Enfin bon, bref. Ton avis sur le mercato du PSG, c'est 3 axes, et comme pour les autres, tu fais comme tu veux, soit tu réponds 3, soit non, et tu le fais dans l'ordre que tu veux. À toi. Sinon, je parle d'un autre club, hein, carrément. Ou sinon, tu parles d'un autre club, fais comme tu veux. Maintenant, je t'ai donné le PSG. Bon, tu parles du PSG si t'as envie de parler du PSG. Non, je te précise que Coutinho, c'est 20 millions, hein, si t'as prévu d'en parler pour Paris. Non, mais Stambouli, c'est très bien. Non, mais pour commencer avec Kevin Trapp, est-ce qu'il peut faire passer un palier au PSG? J'ai envie de dire oui. Si les qualités qu'on lui prête, ce sont vraiment ses qualités, c'est-à-dire un jeu au pied pas trop dégueulasse, même si c'est pas réputé pour être son point fort, mais bon, on a connu Sirigu, donc du coup, forcément, ça peut que être meilleur. On l'a vu d'ailleurs sur les matchs amicaux, où en tout cas, il panique beaucoup moins. Parce que je sais pas si le jeu au pied de Sirigu est dégueulasse, mais en tout cas, c'est, s'il est dégueulasse naturellement ou si c'est parce que voilà, dès qu'il touche le ballon, il est paniqué. En tout cas, Kevin Trapp a l'air de paniquer un peu moins avec le ballon. C'est un gardien qui anticipe beaucoup, qui est fort qui a l'air d'être fort dans les duels, un peu comme un gardien de hockey. Il fait pas mal d'arrêts avec les jambes. Donc oui, il peut faire passer un palier au PSG dans le sens où c'est le profil de gardien adapté totalement à une équipe qui joue comme le PSG de Laurent Blanc. C'est-à-dire que Sirigu est peut-être plus adapté à une équipe qui a une défense un peu plus basse, même si ça aide toujours d'avoir un gardien qui soulage sa défense dans le jeu aérien, mais ça suffit pas d'être excellent ou très bon sur la ligne quand t'as une défense qui a pour objectif de jouer assez haut, ce qui est le cas de l'équipe de Laurent Blanc. C'est pour ça qu'Alex est notamment aussi parti pour recruter un joueur comme David Luiz. Alors là, pour le coup, David Luiz, c'est un défenseur central qui joue vraiment très haut, puisqu'il joue pas à son poste. Donc vu qu'il laisse Thiago Silva tout seul derrière, la défense se joue vraiment haut sur le terrain. Donc oui, ça peut faire passer un palier. Après, faut voir au niveau de l'ambiance, puisque bon, Sirigu est quand même très apprécié dans le vestiaire, mais je suppose que les joueurs sont assez intelligents pour ne pas répercuter ça sur Kevin Trapp. Mais à voir, je vais pas être de mauvaise foi en disant que Kevin Trapp est un super gardien qui a fait une excellente saison en Bundesliga, puisque je n'ai pas vu. Et tout le reste, je pense que les auditeurs l'ont lu, comme quoi il a été élu 5e meilleur gardien de Bundesliga, 5e ou 6e, je sais plus. 4e. Bref, ça reste... il fait partie des... Voilà, c'est ça, il fait partie des bons gardiens de Bundesliga. Après, le reste, on verra, on pourra juger ça lors du début de saison. Je l'ai un peu vu contre Benfica, moi, et en tout cas, on voit tu parlais tout à l'heure d'anticipation, il anticipe beaucoup, il est rarement sur sa ligne, il est souvent en mouvement autour de sa ligne de but, et dès qu'il y a un ballon en profondeur, on voit qu'il part tout de suite. Ça change de Sirigu déjà sur cet aspect-là. Du coup, il va remplacer David Luiz en défense centrale. Ça peut être une option. Mais mais il est vraiment adapté au jeu du PSG. Pour conclure sur le gardien, c'est simple. Laurent Blanc a quand même pas mal bâché Sirigu l'an dernier. Si on jette un coup d'œil aux interviews, au fait Laurent Blanc avait dit on a besoin d'un grand gardien pour aller loin en Ligue des Champions. Quand il cite les qualités de Kevin Trapp, tu sens que il envoie 2-3 scuds à Sirigu. Clairement, il apprécie pas le jeu de Sirigu pour son équipe. Enfin, moi, c'est comme ça que je le vois.
Ensuite, pour le mercato du PSG d'une manière générale, euh, ça reste endormi, comme tu disais. Voilà, il y a le Di Maria, ça fait des semaines, voire des mois, et même une saison que le PSG essaye de l'attirer, mais là, ils ont relancé vraiment les négociations depuis la fin des sanctions. Ça négocie avec À Manchester. préciser que Olivier Létang est actuellement à Manchester. Voilà, juste comme ça. Donc, on peut penser que c'est pour ça. Il est en vacances. Oui, mais bon, Il vu que t'as le cherche Leonardo en propriétaire, Angleterre. oui, c'est possible. Non, mais t'as le propriétaire de Manchester qui lui aussi est revenu des États-Unis pour aller à Manchester. Tu peux commencer à te poser des questions. Sinon, il est toujours directeur sportif adjoint de personne ou il est officiellement il est directeur toujours. sportif? Ouais, c'est- Non. Non, mais il est toujours directeur adjoint. Donc, Donc, c'est adjoint de actualisé. personne, c'est pas mal. C'est là que tu vois le respect du Paris Saint-Germain qui envoie négocier son directeur sportif adjoint pour le plus gros transfert potentiel de son mercato. Voilà, c'est tout va bien. Tu voulais qu'ils envoient Laurent Blanc? Un peu de respect quand même. Ouais, donc le Di Maria, c'est vraiment la grosse priorité. Ensuite, ça dépendra des départs. Digne a demandé à partir. Puis apparemment, c'est pas le PSG qui souhaite le faire partir, c'est Digne qui a demandé à partir, parce qu'il y a une concurrence de Maxwell qui lui reste un an de contrat et qui a bientôt 34 ans. Apparemment, c'est insurmontable pour lui. Sinon, je me permets de te poser une question parce que tu as parlé de Di Maria, le serpent de mer Di Maria. Quand on voit la somme pour laquelle Arturo Vidal aurait signé, on va rester dans le conditionnel au moment où on enregistre, aurait signé au Bayern, est-ce on va dire un 40. duo, un pack Vidal plus Pedro qui devrait potentiellement représenter la somme du transfert de Di Maria, c'était pas plus intéressant? Encore faut-il faire partir Maxwell, Lucas, David Luiz ou... Parce que David Luiz, moi j'en étais resté au passeport portugais, c'est pas le cas? Selon le site de la Ligue, il est que brésilien. Parce qu'ils ont peut-être Alors pas, après, ils ont peut-être pas utilisé le passeport portugais parce qu'ils en avaient pas besoin. C'est peut-être ça. Pour l'UEFA, il est binational. Hein. Parce que je crois même qu'il est portugais au départ, non? Je sais plus, mais Non, je je sais sais que même pour plus. l'UEFA, il compte les deux. non, Non, c'est Au Pepe qui est départ, brésilien et qui joue pour le Portugal, ouais, c'est ça. mais selon la LFP, en tout cas, David Luiz n'est pas portugais. Alors pourquoi je vois pas une raison logique du PSG pour dire Je te dis, ouais, s'ils n'ont non, pas besoin d'utiliser le deuxième passeport. Peut-être, et peut-être tout bêtement que quand ils ont envoyé la fiche d'inscription de David Luiz, ils ont mis brésilien d'abord et portugais après. Et comme il n'y avait pas besoin de mettre portugais en précisant, bah, ils ont juste gardé brésilien. Si, mettons, demain tu fais venir un extra, peut-être qu'ils mettront brésilien, portugais pour que ça passe. En tout cas, pour l'UEFA, ça passera, hein, parce que pour l'UEFA, David Luiz, c'est brésilien pour tous. C'est les deux. moi je veux bien. Moi aussi, j'étais persuadé que David Luiz avait la double nationalité, mais si tu regardes bien les pistes du PSG, il y a très peu de Sud-Américains. Ouais. Qui ont pas de double nationalité, hein, je veux dire, parce qu'il y a soit l'arrière gauche en Turquie qui aurait un passeport italien, Di Maria qui a un passeport italien, me semble-t-il. À peu près tous les Argentins. Oui. J'allais dire non, sauf, mais non, si, en fait. Même si, l'avait tous. dit. Sauf Messi. Tiens. Ouais, Messi doit pas être italien. Bon, il a un passeport espagnol maintenant. Non? Oui, bah, de toute façon, en Espagne, au bout de 3 ans, les footeux ont l'autorisation de demander la nationalité. Non, mais voilà, après pour Vidal, je suis d'accord dans l'idée. Sur le papier, c'est pas mal. Vidal Pedro à la place de Di Maria, oui. Maintenant, le PSG veut à tout prix Di Maria. Peut-être aussi parce que Di Maria veut bien venir, ce qui n'est pas forcément le cas d'autres joueurs. Je veux dire, Pedro, est-ce qu'il a envie de venir en Ligue 1? Je suis pas sûr. Tu sais, quand tu as le choix entre Manchester et le PSG, moi je peux comprendre qu'on préfère Manchester. Après, faut connaître les raisons. Mais pour terminer continuer la sur principale raison, c'est que pour beaucoup, le PSG aujourd'hui, c'est Ibra. Et que le PSG a pas passé le cap d'être respecté pour le club qu'il est, pour ses résultats. Il y a pas mal de joueurs qui sont venus parce qu'il y avait Carlo Ancelotti à la base et Leonardo bien entendu, ce qui fait qu'aujourd'hui depuis que c'est Laurent Blanc le coach, on galère à faire venir des joueurs UP. Sofiane Cabaye. Et en plus Leonardo est parti.
Et également, c'est comme tu le dis, entre le prestige d'aller à United et d'aller au PSG. Pourtant, le PSG est top 8 européen depuis 3 ans et United n'a pas été en Ligue des Champions l'an dernier. Et on ne sait pas ce que ça donnera l'année prochaine en Ligue des Champions. Tu vas à United, ça prouve qu'il y a un problème malgré tout dans l'image que dégage le PSG. Bah, ça fait un petit moment quand même que l'image du PSG de la Ligue 1 n'est pas encore à la hauteur des autres. Je veux dire, ça, c'est pas, y a rien de neuf, hein. C'est pour ça que Et le je pense PSG que je pense que le PSG a passera pillé la pas. Serie A. Je pense que le PSG ne passera pas le cap tant qu'il aura Laurent Blanc comme coach et tant qu'il aura Zlatan Ibrahimovic dans son effectif. Je pense que c'est deux conditions sine qua non pour que, on va dire, le deuxième, le deuxième temps, le deuxième axe du projet se mette en place. Savoir celui de la conquête de la Ligue des Champions. Bah, écoute, faut monter une bonne équipe. Après, genre, tu peux même avoir le meilleur coach qu'il faut aligner les sous. Et bon, le PSG les a, mais au bout d'un moment, quand tu as des clubs comme Manchester qui a aussi l'argent pour faire venir les joueurs, ça reste quand même compliqué pour actuellement pour le PSG de lutter. Voilà, ils ont réussi à attirer des joueurs comme Lucas Contre United. contre Manchester ou Pastore contre Chelsea parce que PSG pouvait leur promettre aussi beaucoup de temps de jeu. Et beaucoup plus en salaire. Parce qu'il je pense qu'à salaire égal, tout le monde va à United. Or, avec le fair play financier, Paris doit malgré tout faire gaffe à sa masse salariale. Ce qu'il est limite dans la surenchère. Et Paris veut plus être dans la surenchère non plus pour plus être bloqué avec des contrats comme l'avait dit aujourd'hui. Ah bah ça, c'est vrai que t'as des contrats qui les bloquent complètement. Mais non, mais oui, il y a pas mal de choses à dire sur ce PSG là. Je suis pas super confiant pour l'an prochain. Si pour vous l'objectif du PSG c'est de faire une finale de Ligue des Champions. Aujourd'hui, clairement, le PSG n'a pas le niveau pour moi, pour ça. l'objectif c'est de passer un cap en Ligue des Champions. Donc le cap, c'est-à-dire remporter les quarts de finale. Passer cette fois-ci le cap des quarts et aller en demi. Ce serait dans la progression du club. Ouais, après, ça dépend toujours par qui tu te fais sortir et qui t'élimine. Si t'arrives en demi en sortant, je sais pas, pour prendre l'exemple de l'an dernier, imaginons tu sors. Compliqué, hein. Parce que dans Non, les mais 8, imagine, tu sors en quart, tu sors une équipe du niveau de. je veux dire de Monaco l'an dernier. Ouais, voilà, du niveau de Monaco. Je suis désolé, mais c'est pas non plus l'exploit du siècle. Mais l'idée c'est que Paris, enfin on verra le tirage au sort. En plus, le Real sera pas tête de série cette année. Donc le Real sera peut-être dans un groupe un peu plus compliqué, enfin on verra bien. Mais les cadres vont être un petit peu rabattus au départ. Mais l'idée c'est que les trois gros, le Bayern, le Real et le Barça, on va voir si c'est toujours figé sur ces trois gros-là, qu'on a retrouvé l'an dernier, et la Juve qui a su tirer son épingle du jeu. Comme l'a fait l'Atlético Madrid la saison précédente. Mais on a eu l'Atlético Madrid, on a eu Dortmund, on a eu la Juve, on a envie que le quatrième larron, cette fois-ci, ce soit le PSG. Comme la Juve a su le faire l'an dernier, comme l'Atlético l'avait fait il y a un an et comme Dortmund l'avait fait il y a 2 ans. Oui, je suis d'accord, mais typiquement l'an dernier, c'est peut-être pas une excuse, mais le PSG se fait taper par la meilleure équipe d'Europe. Mais de toute façon, pour moi, faut pas le PSG. sortir par le Chelsea de Mourinho et d'Eden Hazard. Non, il faut sortir par le Barça de Messi, Neymar et Suarez. Pour moi, quand le PSG loupe le coche, c'est le quart de finale retour à Stamford Bridge où ils prennent 2-0 avec le but de Dembaba. C'est cette année-là qui manque le coche pour moi. Bah, c'est là où tu vois surtout les limites tactiques de Laurent Blanc. Hein. Et l'an dernier, Paris a prouvé qu'il était encore un petit club puisqu'il a abordé le match contre le Barça, lequel but baissé et puis la tête baissée également en mode de toute manière on va se faire péter, voilà, on se fait péter. Bon, après, du coup, pour miser sur une fin de saison qui a été réussie, voilà. Après, voilà. on peut refaire l'histoire. Ouais, mais bon, dans l'attitude, t'as le droit de proposer autre chose quand même en quart de finale de Ligue des Champions. Bah après, tu peux aussi te dire qu'il manque quand même la moitié de l'équipe. Au retour, il manquait la moitié de l'équipe au retour. Non, mais au retour, t'avais déjà pris 3-1 chez toi. C'était déjà fini, au retour, t'as le droit d'avoir un petit sursaut d'orgueil en disant au moins celui-là, on va essayer de pas le perdre. Mais après, si tu veux, mais après, on sait pas, mais peut-être qu'ils l'ont eu sur ce d'orgueil, qu'ils se sont juste fait manger par Barcelone. C'est possible aussi. Hein. On l'a pas vu sur le terrain, hein. L'envie de pas être ridicule une deuxième fois. Enfin bref, pour moi, c'est parce qu'il manque d'un meneur d'homme dans cette équipe, mais c'est tout.
Et Benoît qui rage un peu, qui se dit qu'on a passé trop de temps sur le PSG, pas sur l'OM. Écoute, Tu veux revenir sur le PSG, pour dire à Benoît, moi je voulais pas parler du PSG de la saison dernière, je voulais juste parler du mercato, hein. On va couper après sur les objectifs du PSG. Non, parce que il y a quand même dans le mercato actuel, il y a quand même le cas Mota qui est assez important pour être souligné. Et tu comprends le- la sortie de Mota, parce que Mota est dans le vrai sur tout ce qu'il a dit. Bon, après, il utilise peut-être les arguments pour lui avoir une porte de sortie, mais tout ce qu'a dit Mota dans la presse italienne est vérité. Oui, bon, mais ça, on va pas nous l'apprendre Oui, que mais, Mota est loin d'être un con quand même. Hein. oui, mais après Mota, il me semble qu'il parle de passe droit. Quand il parle de passe droit, quand il dit que le PSG n'est pas Ouais. une entité assez forte, qu'on reconnaît le PSG uniquement par ses joueurs aujourd'hui, que ça pose un problème. Sauf En qu'il est gros, que le contenu PSG, dedans aussi. en gros, que le Mais PSG est après, pas une. c'est une belle autocritique aussi de sa part, mais je suis pas sûr qu'il s'inclut lui dedans. Parce que c'est quand même lui qu'on voit bouler Carlo Ancelotti en Coupe de France contre Evian, où il se considère au-dessus de l'entraîneur pour se faire expulser quelques minutes après. C'est lui qui se blesse aussi assez souvent. Certes, c'est un super joueur, il est pas con, mais voilà, il y a aussi une autocritique à faire de sa part, et lui aussi a joui d'un statut qui lui permet de passer à travers certaines critiques, parce que après bon, il a chialé la saison dernière parce que le PSG l'a pas défendu dans les médias. Honnêtement, je pense que les dirigeants du PSG ont autre chose à foutre que de répondre aux journalistes. Après, le manque de considération, c'était, il y avait une question de salaire. Après, non, c'est pas une question de salaire. Voilà, c'est un cas assez particulier, Mota. Kaba, il gagnait pas plus que lui. Si, Kaba, il gagne plus. Je dis peut-être une connerie, mais Oui, je crois que Je Kaba. crois qu'il gagne 20 ou 30 000 euros de plus par mois. Cabaye est un Ça paraît super joueur aussi. moins, mais voilà. C'est pareil, il y a un autre truc. Alors après, peut-être que Mota est réellement peut-être à l'écart dans le vestiaire. J'ai l'impression que quand même entre les Italiens et les Sudam, sachant que le clan Sudam c'est celui qui domine, c'est celui où il y a notamment le capitaine. Mais j'ai l'impression que les liens sont peut-être pas forcément très forts, puisque bah, Mota, pour moi, à la base, ça aurait dû être le boss du PSG. C'est lui qui aurait dû être le capitaine, et pas forcément Thiago Silva. Sauf que soit il a pas voulu ce rôle, soit le groupe a préféré que ce soit Thiago Silva, soit il a été blessé, qu'on lui propose pas ce rôle et que ce soit Thiago Silva qui récupère le brassard. Peut-être qu'il est également blessé au moment où le changement de capitaine s'est fait entre Jallet et Thiago Silva, donc il a loupé le coche. Mais j'ai l'impression qu'il y a également un rapport un petit peu compliqué avec le reste du groupe au PSG. J'ai un peu le sentiment qu'il n'est pas très heureux. Et on parle souvent du clan italien, à savoir Sirigu, Verratti et Motta. J'ai l'impression que Motta est peut-être pas très bien intégré au reste de l'équipe. T'as quand même calé le nom de Jallet en plein milieu de Mota, Silva. Non, mais on se rappelle qu'au début, Jallet était titulaire au début de la saison, que Ancelotti voulait un capitaine français, que progressivement, Thiago Silva a pris. C'est pour ça qu'il avait donné aussi le brassard à Sissoko. Bah, le pire, c'est quand même de se dire que Thiago Motta est arrivé au PSG avant Silva, et que Silva, en arrivant, direct, boum, brassard. Puis le vice-capitaine, c'est bien Ibra, c'est ça. C'est Ibra et après c'est Matuidi. Ouais. Après, c'est après c'est Motta, je crois. Voilà, je pense que ça a dû. Je me demande même s'il n'y a pas Maxwell devant Motta. Non mais Mota, je pense aussi quand il signe au PSG, il signe pour. Parce que c'est le premier arrivé au final. Il arrive à l'hiver il signe 2000. en janvier, ouais. C'est ça, ouais. Quand l'Inter a complètement la tête sous l'eau, il fait le forcing pour partir. Son président comprend que voilà, s'il garde Mota 6 mois de plus, ça servira à rien. Et du coup, il signe. Il vient pour moins signe au PSG. Ce qui se passe à peu près en ce moment. Hein. Mota fait le forcing pour partir. Bon, maintenant la différence, c'est qu'à l'époque, je pense que le PSG l'avait contacté avant. Là, j'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup de monde qui se bouscule pour un joueur qui est excellent, mais qui se fait un petit peu aussi vieillissant et surtout pas mal d'inconnus sur son physique. Parce que c'est un superbe joueur, c'est vraiment le joueur qui incarne aussi la philosophie de jeu de Laurent Blanc. Comme on disait, il est très intelligent. Maintenant, faut aussi tempérer. Moi, je suis pas très fan des sorties médiatiques comme ça. Non, mais je te comprends pleinement. C'est en plus, on le disait tout à l'heure, je pense que Thiago Motta est un type extrêmement intelligent. Donc le fait que sa sortie médiatique pardon, soit argumentée et que peu d'arguments soient contestables, en plus ça donne du poids à sa sortie. Mais le souci, c'est que malgré tout, on va dire que sur le fond, il a raison, mais
Mais la forme, en plus, je pense que c'est utilisé pour faire un petit peu pression en interne pour partir. Là, il y a des rumeurs selon lesquelles il a refusé de s'entraîner ce matin. Il sera pas dans le groupe du match de demain soir, C'est enfin physique. la nuit prochaine. Voilà, est-ce que c'est réellement physique? Est-ce que c'est une blessure diplomatique? Déjà, est-ce qu'il s'est pas entraîné? Moi, perso, j'en sais rien. Je suis pas sur place, donc je ne sais pas. Si, il était dans le gymnase apparemment. Mais voilà, c'est très compliqué. Mais moi, je pense que avant tout, c'est que Mota a pu la tête au club. Quelles sont les Ah oui, non, raisons? mais c'est terminé. De toute façon, aujourd'hui, il peut pas rester. Bah Parce oui. que s'il reste, c'est prolongation de contrat avec augmentation de salaire. Donc du coup, ça le décrédibilise complètement Mm. vis-à-vis de ses propos, puisque là, normalement, il ne peut pas rester. Mais derrière, le PSG essaye de Et le PSG est bloqué aussi, puisqu'ils n'ont pas son successeur. C'est pas Adrien Rabiot garder qui la va face. remplacer Mota. Et ils savent même pas à qui le vendre non plus. Ouais. Hormis l'Inter, mais à combien? Est-ce que l'Inter est réellement 40 dessus? millions. Le prix de Kondogbia. Non, mais c'est un cas très épineux et c'est surtout on en parle parce que je pense que c'est un cas qui représente et qui symbolise pleinement le PSG actuel. C'est je vais pas dire que c'est le flou, mais pas loin. En fait, on a l'impression qu'il n'y a pas de ligne directrice et on a l'impression qu'il n'y a pas de patron non plus. Et Par de Cabaye. T'es dégueulasse. Et surtout, on a l'impression que ça tâtonne. Est-ce qu'il va rester, est-ce qu'il va pas rester, à qui le vendre? C'est typiquement. Alors, je pense qu'il y a réellement une réflexion sur le mercato parisien auparavant, mais d'extérieur, on a l'impression qu'ils n'ont pas anticipé le probable départ de Mota, sachant que ça fait quand même plusieurs mois que Mota, on va dire, exprime un petit peu son mal-être. On se rappelle de son interview à Noël l'an dernier, là, lorsqu'il dit pourquoi Marseille est leader? Parce que à Marseille, le premier défenseur, c'est André-Pierre Gignac. Il y a pas ça dans toutes les équipes. Il ciblait clairement l'homme fort, celui qui représente et qui symbolise le PSG, à savoir Ibrahimovic. Donc voilà, c'est pas la première sortie médiatique. On se rappelle qu'il avait déjà fait une interview qui avait été démentie pour certains propos dans un média italien l'hiver dernier également. Donc moi j'ai l'impression que ça manquait un petit peu d'anticipation et que ça n'a pas été géré en interne, comme si en fait on n'avait pas, il n'y avait pas eu de rendez-vous avec Mota, comme si c'était un joueur lambda. Alors que tu l'as dit, c'est vrai que sur le terrain c'est l'un des joueurs les plus importants parce que c'est l'un des leaders de l'identité de jeu parisienne. Et en interne, je pensais que c'était également un des boss du vestiaire, mais apparemment c'est pas le cas. Et pour moi c'est dommage de passer à côté de ça. Pour C'est vrai conclure que c'est dommage. sur le cas Vas-y, Mota, ils avaient pensé à une époque à prendre un joueur pour suppléer Mota, qui avait un physique pas, Ah, voilà, un peu incertain. Ça a été la recrue phare de Laurent Blanc, ça a été un échec complet. Il est parti cet été, Johan Cabaye. Derrière, t'as Mota qui veut partir, donc voilà, le PSG se retrouve complètement Piégé un peu, bloqué. ouais. Voilà, piégé parce qu'il faut trouver le joueur qui peut jouer numéro 6. Si on a vu qu'il y a déjà eu un échec cuisant à ce niveau-là. Donc ils prennent une valeur plus ou moins sûre pour Jean-Louis Gasset, Laurent Gasset. C'est un beau mélange. Un beau lapsus. Parce que on connaît le vrai adjoint du PSG. Non, mais pour Jean-Louis Gasset qui ramène le fils d'un de ses potes avec Stambouli, qui permet de remplir les quotas aussi de Français dans l'effectif. Mais du coup, voilà, c'est juste pour boucher pour l'instant les trous. Ça se trouve, ça sera une bonne surprise, on verra bien. Parce qu'on n'a pas parlé de Stambouli depuis tout à l'heure. Mais maintenant, il faut trouver le successeur de c'est Mota. pas encore officiel. Est-ce que tu penses que Witzel, ce serait une bonne idée? Et ça fait des saisons. Je me rappelle qu'à une époque, il y avait le serpent de mer d'Erossi, qui n'est jamais venu. Je peux pas te dire parce que honnêtement, Witzel, je le regarde pas tous les week-ends. Ça pue quand même la fausse bonne idée, mais bon. On verra bien. Quand t'as connu Cabaye 25 millions d'euros, j'arrive plus à juger. Alors attendez, mes amis, je vais vous couper, je vais juste demander un truc. Benoît, es-tu vivant? J'en ai pas l'impression. Mais Si, il est parti regarder je suis Bean, là, ils sont je suis là. beaucoup moins pro PSG. Benoît est vivant et il est un peu énervé parce qu'on a passé. Enfin, moi, je suis pour rien, hein, mais Ah, ils ont tu vois, passé t'as dit beaucoup de temps. Tu vois, Parce que c'est l'émission. Là. Sinon, j'ai une proposition. Dans ma partie FM, le PSG a vendu Verratti contre Mikel plus 3 millions et a laissé partir Mota à l'AS Roma et a recruté derrière Moussa Sissoko. Ça peut être le bon plan, ça.
un milieu Matuidi, Sissoko, Mikel, ça peut être sympa. C'est-à-dire que ah non mais attends, c'est-à-dire Ce qui est sympa, c'est que le PSG est calme, mais on fait une demi-heure dessus. voilà. Donc, mes amis, je vais vous demander une dernière conclusion générale. Sur le PSG. Non, pas sur le PSG. Sur chacun de vos sujets. Conclusion générale. Selon vous, quel est à l'heure actuelle le club dont on a parlé, donc Lille, Lyon, Marseille, Monaco et Paris, qui a fait à l'heure actuelle le meilleur mercato? Tout bêtement, hein, c'est votre avis. Bon, on peut enlever le Paris Saint-Germain parce qu'il n'y a pas eu beaucoup de mercato, on va dire. Bah, il y a eu Aurier et Trapp officiellement. Aurier et Trapp officiellement, c'est vrai. Ce qui est très fort, c'est que le Paris pour Saint-Germain a l'instant, prolongé Aurier avant de l'avoir acheté officiellement. Non mais voilà, il reste encore un bon mois et demi enfin un petit mois et demi plutôt de mercato. Donc ouais, ok, pour l'instant, est-ce que le PSG par exemple fait pas un bon mercato? Officiellement, ils ont toujours Mota, ils ont encore leurs joueurs de l'an dernier avec lesquels ils ont fini premier dans toutes les compétitions françaises. Donc est-ce qu'on peut parler d'un mauvais mercato? Ça dépend après de où tu places l'échelle. Lille, c'est simple. L'échelle elle est simple. Je t'ai demandé selon toi quel est le club qui a fait le meilleur mercato. Je t'ai pas demandé selon toi s'ils avaient fait des mauvais mercato. L'échelle elle est très simple. En gros, qui a fait le meilleur mercato par rapport à ses objectifs. Voilà. À l'heure actuelle. Je pense que c'est la question de Thomas. Voilà. J'irai Lille parce que Lille, l'objectif c'est le maintien. C'est vrai. Mais toi, à ton avis? Lyon a fait un bon mercato en prenant un joueur sérieux avec Claudio Bovus sans trop le payer, en prenant Morel qui va, même si on aurait préféré qu'il soit droitier, va faire un bon truc derrière, et en perdant pas les joueurs comme Lacazette, Fekir et tout, qui vont permettre peut-être à Lyon de passer les poules en Ligue des Champions, on sait jamais. Effectivement, c'est vrai que le recrutement de Lyon, moi personnellement, me plaît aussi. Et Romain, toi, ton avis, Monaco, Marseille, Lyon aussi peut-être? Non, moi je dirais Monaco, parce que c'est peut-être celui qui a le plus bougé, celui qui a pris le Donc plus. ça, c'est ton petit côté comptable aussi. Non. C'est ton rapport à l'argent qui parle. C'est celui qui a le plus bougé, celui qui a pris le plus de paris, et c'est celui qui, pour moi, a pris le plus de risques, en tout cas actuellement. Donc j'attends de voir, et je pense qu'on peut T'aimes dans bien le le plus de lot. risques, toi. Je pense que dans le lot, on peut avoir quelques surprises. Et puis surtout, ils sont sortis du marché, on va dire, franco-français. Ils ont tenté des coups. J'espère pour eux que ça va fonctionner. Et même si les moyens sont différents, que ça prouve même à une autre échelle, on peut un petit peu sortir du carcan, recruter à Ligue 1. Il faut soi-disant des joueurs qui aient 50, 60, 70 matchs de Ligue 1, sauf qu'il faut bien que les joueurs débutent un jour en Ligue 1. On peut également Après chercher Monaco, des joueurs à c'est plus l'étranger. facile de prendre un étranger, sachant que tu Bien as sûr. 2-3 avantages derrière. Oui, et puis Puis que sachant toute que la direction est pour acheter des portugaise. monégasques, tu vas galérer aussi. Hein. Après Monaco, ce qu'il faut aussi retenir, c'est que financièrement, ils sont voilà, leur avenir est assuré sur ce mercato-là en tout cas. Le avec projet les a différences. trouvé un équilibre en tout cas. C'est ce qui est particulier avec Monaco, c'est que c'est un Et club vis-à-vis de très la riche en concurrence, France, mais au final, pas si riche que ça. En tout cas, voilà, on va donc conclure là-dessus, puisqu'on a fait le tour du programme, à moins que vous ayez quelque chose à On n'a pas fait rajouter. le PSG. Ouais, j'ai un truc à rajouter. On n'a pas fait le PSG. On a Ouais. fait assez de PSG. La prochaine émission, on fait le mercato d'Angers, du Gazélec, de Bastia, de On fait le Caen et reste. de Guingamp. On fait le reste. Non, on fait 3 heures, émission spéciale PSG. Alors ça, tu iras le faire. Avec seulement Benoît en consultant. Ça pourrait être drôle, ça pourrait être un vrai bon concept ça. Tiens, c'est un truc que je vais mettre en place, pas bête. Alors effectivement, donc vous l'avez vu, je vais donc remercier mes copains, donc Romain, Cédric et Benoît. Et avant de conclure, vous avez remarqué qu'on a refondu un petit peu notre manière, puisque bon, alors là c'est le premier épisode et c'est un épisode, il n'y a pas encore eu de compétition, donc c'est un peu bancal, on va dire, il n'y a pas franchement d'éléments d'analyse. Mais vous avez remarqué qu'on a fait 2 ou 3 sujets, bon là on en a fait 3 qui étaient très focalisés sur un consultant devait s'occuper d'un sujet. Il est sur le PSG. Pour Cédric, effectivement, Cédric PSG, vous avez vu que Romain c'était Monaco et Benoît c'était Marseille. Alors, ça sera pas toujours comme ça, hein, mais à partir de cette saison, ce sera comme ça. C'est-à-dire que dans chaque émission, il y aura 1 ou 2 sujets généraux où tout le monde participera au compte-gouttes avec des petites infos chacun de son côté. Et il y aura 1 ou 2 débats principaux qui sera décerné à un seul consultant en question. L'autre consultant, bon, là j'ai laissé un peu faire parce que c'est le début, mais l'autre consultant ne pourra pas autant intervenir, n'est-ce pas Romain,
sur le débat de l'autre. Il pourra intervenir, bien entendu, s'il veut donner des précisions, s'il veut donner son avis. Faut créer Il ne pourra pas bouffer la moitié de temps de parole. C'est pas mon genre. Donc voilà, c'est le nouveau format de l'émission qui sera comme ça, et vous retrouverez toujours, bien entendu, les pronostics, les quiz une fois de temps en temps, etc., etc. Mais on aura surtout donc deux débats de cœur qui seront très focalisés sur une question. Alors ça peut être soit sur une équipe, soit sur un joueur d'une équipe. Ce sera très très focalisé. Ce sera comme ça cette saison. Et donc ce sera ça. On parle de Laurent Blanc la semaine prochaine. Bah si tu veux, pourquoi pas. Cool. Ça ne changera pas en termes de référence, c'est-à-dire que on restera sur la Ligue 1. On pourra faire de l'Europe, mais ce sera sur un sujet en particulier, mais vraiment là pour le coup ce sera sur un gros match. C'est-à-dire qu'on s'intéressera pas sur un match obscur de Liga ou de Serie A. On s'intéressera qu'aux gros clubs. En tout cas dans cette émission-là, peut-être si ça vous plaît, si vous avez envie, on fera peut-être une émission spéciale Europe. C'est possible, ça c'est selon vous les auditeurs. Nous on va se concentrer donc comme on l'a fait la saison dernière et cette saison on va le refaire donc, sur la Ligue 1 et uniquement sur la Ligue 1. Quand je dis la Ligue 1, ça prend en compte la Coupe de France et la Coupe de la Ligue, bien entendu, et puis les coupes européennes avec les clubs français. Et on va faire comme ça cette saison. La programmation sera toujours la même, donc le lundi soir. Et les consultants vont rouler. Donc on retrouvera très souvent Benoît, Cédric, Romain. Pour toi, les consultants vont rouler. Et on en retrouvera d'autres. En tout cas, voilà. Merci à vous d'avoir participé. On va remercier Romain. Merci Romain. Merci Thomas. Sinon, j'espère que les auditeurs ont un peu plus compris ce que tu viens de dire, parce que nous, je crois qu'on a décroché. On fera un topo général sur Twitter et sur Facebook pour que les auditeurs comprennent. On va remercier Benoît d'avoir participé. Merci Benoît. Moi je suis comme Romain, j'ai strictement rien compris à la dernière fois. Et on va donc remercier Bonne soirée. d'avoir participé avec nous, enfin d'avoir participé. Alors monopolisé on va dire, Cédric. Merci Cédric. Parle pour Robin. Moi j'ai tout compris sinon, ta dernière phrase. Elle était magnifique. Et merci Thomas et merci à tous. Voilà. Donc vous Comme ça la prochaine fois tu interviendras pour pas qu'on me coupe la parole. Vous pouvez il est con. Vous pouvez donc nous retrouver sur Twitter, Footcast, sur Facebook, Footcast, sur YouTube, Footcast. Il y aura le site internet qui va sortir, n'est-ce pas Romain, n'est-ce pas Cédric, dans pas très longtemps. En tout cas, voilà, vous allez retrouver. N'est-ce pas Romain? Bah, y a pas de raison. Attends, mais... En tout cas, voilà, merci à vous d'avoir écouté ce premier épisode de la deuxième saison. Et on se retrouve lundi prochain pour le deuxième épisode de la deuxième saison. Allez, merci à tous. Ciao.